Eh bien, bienvenue à cette troisième conférence Renault Histoire de l'année. On a repris ce cycle de période sanitaire, forcément. Un grand merci à la bibliothèque de nous accueillir dans leurs locaux pour cette troisième conférence de l'année. Vous vous souvenez, la première avait eu lieu, c'est Jean-Marie Réveillé sur la Renault 4 et la R5. La deuxième, Michel Julien, il y a quelques semaines, sur les véhicules phares de Renault, de la voiturette jusqu'aux véhicules d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, plaisir de recevoir Patrice Méchain, un des éminents historiens de Renault Histoire, justement, qui va vous parler de l'île Seguin. Alors, très rapidement, Patrice Méchain est diplômé de Centrale Lille, ce qui s'appelle Centrale Lille aujourd'hui, ça s'appelait IDN à l'époque, en 73. Il est rentré chez Renault en 75 et a travaillé jusqu'en 86 à Boulogne-Billancourt, différentes fonctions au sein notamment de la direction de la qualité achat et la qualité tout court, dont l'analyse des problèmes en clientèle. Ensuite, de 86 à 96, il a travaillé pas au Technocentre, c'était un lapsus révélateur, à Rueil, au CTR, certains d'entre vous connaissent, au service synthèse prestation, ce qu'on baptisait le 40. Ouais, le 840, on y est tous passés, en grande partie. Synthèse prestation, où il a travaillé sur différents segments, d'abord sur la gamme basse et ensuite sur la gamme haute. Il a poursuivi ses activités à Aubevoie comme chef du service justement synthèse, mise au point liaison au sol, là, sur la mise au point pure des châssis, suspension, pneumatiques, etc. De 2002 à 2009, retour au Technocentre, chef du département conception liaison au sol, et de 2010 à 2015, toujours la liaison au sol qui est son fil conducteur, il est devenu expert leader jusqu'à son départ à la retraite en 2015. Vous voyez quelqu'un qui connaît le produit automobile et la liaison au sol sur le bout des doigts. Rapidement, avant de lui laisser la parole, je vais vous présenter un petit peu l'association Renault Histoire, parce qu'on est là aussi un petit peu pour se faire connaître vis-à-vis de vous tous. Alors, l'association Renault Histoire, comme vous voyez en haut, une histoire très riche, étroitement liée à celle de l'automobile et de la France. Ça, c'est vraiment l'histoire de l'entreprise Renault. Donc, Renault Histoire, qui est une association de bénévoles, loi 1901, reconnue d'intérêt général. Donc, quand vous adhérez, vos cotisations sont défiscalisées à hauteur de 60%. La raison d'être de cette association, c'est d'être le gardien, le référent de l'histoire de Renault, et on est reconnu par la grande maison Renault comme telle, de collecter des témoignages qui peuvent venir de chacun d'entre vous, de personnes que vous connaissez, documents et supports que l'on classe avec un très gros secteur archives chez nous. Partager la passion, c'est ce qu'on fait par exemple aujourd'hui avec vous et que l'on fait dans d'autres instances régulièrement. Et maintenir et enrichir les collections et fonds historiques. Là, ça revient un peu à les dons d'archives, mais ensuite, il faut les administrer, ces archives, et pouvoir y accéder facilement quand on a besoin de quelque chose. Et c'est un gros travail. Donc, on a un nouveau logo depuis le début de cette année et ce QR code que vous pouvez scanner même là tout de suite avec vos téléphones, il est suffisamment gros et qui vous renvoie directement sur le site internet de Renault Histoire. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant pour pas pénaliser le temps de parole de Patrice et je te laisse la main. Patrice, merci à tous. Et bonjour à tous. Donc, oui, parce qu'il y a à dire, donc faut qu'on aille un peu vite. Donc, je commencerai par vous remettre un schéma, enfin, le plan de Billancourt dans les années 70, ce que vous voyez dans les annexes des stations de métro, là, où il y avait Renault, effectivement, qui occupait tout le trapèze. Le trapèze, il est là, voilà, et en face, l'île Seguin, qui était une île d'alluvion. Il n'y a pas de rocher à l'île Seguin, une île d'alluvion qui fait à peu près 1 km de long sur disons 150 mètres de large. Ça, c'est pour planter le décor. Donc, juste en face du trapèze. Et puis, quelques dates, juste pour situer ce que c'est que l'île Seguin. Donc, elle appartenait à une abbaye qui était l'abbaye de Saint-Victor. On a les premiers archives, ça date de 1173. Ensuite, Louis XIV a utilisé l'île Seguin pour se construire un pont en bois qui permettait de relier Paris à Versailles, qui était alors en construction. Une autre date importante, c'est l'implantation sur l'île des tanneries Seguin à la Révolution, les tanneries Seguin qui ont donné le nom de l'île Seguin, puisqu'avant elle s'appelait l'île au pont, du pont de bois de Louis XIV.
En 1815, avec l'arrivée des Prussiens au port de Paris, le vieux pont a été incendié pour éviter l'entrée des Prussiens dans Paris. Et puis, en 1919, Renault rachète l'île. Voilà pour un rapide condensé de l'histoire de l'île avant d'attaquer la période Renault. Donc, la période Renault, donc en haut à gauche, le tout petit atelier de Renault. Et puis, on voit qu'à la guerre de 14, donc en haut à droite, Renault avait déjà occupé pas mal de terrain à Billancourt, mais c'est surtout à la fin de la guerre de 14 où l'essentiel du terrain côté Billancourt est occupé et il est nécessaire de rechercher autre chose, d'où la volonté de Renault d'aller racheter l'île Seguin. Alors on voit que ça c'était une photo qui date de 1916, l'appro se faisait essentiellement par la Seine pour les matériaux. Mais l'intérêt de cette photo-là, c'est que ça montre que l'île Seguin, qui est juste derrière, c'est en fait que des arbres, hein, essentiellement des saules, parce que c'est très humide, et il n'y a pas de construction effective sur l'île. Donc en 1919, il rachète l'île pour d'abord utiliser les terrains en les louant, et puis il rachète plus globalement l'île, sauf la petite partie qu'on voit en blanc, hein, qui est une partie qui appartient à M. Galis. Alors, M. Galis est un polytechnicien qui méprise un peu Renault parce qu'il considère que c'est un autodidacte, il a des méthodes pas très sympathiques. Et accessoirement, il y a son fils qui est mort à la guerre dans un char Renault. Donc, clairement, il a une dent contre le Renault et il ne veut absolument pas vendre ce terrain. Donc, on aura l'occasion d'en reparler parce que ça va poser problème dans l'utilisation de l'île ultérieurement. Alors, dans un premier temps, Renault utilise l'île pour les besoins ou pour en donner accès aux ouvriers. Alors, il va créer là-bas un stade, une section nautique du club olympique qui a un certain succès. Hein. C'est vrai qu'il y a eu trois champions de France du 8 barré qui émanaient du club olympique de Billancourt dans les années 20. On a eu aussi le médaillé olympique de marathon en 1928, qui était aussi un adhérent du club olympique de Billancourt. Donc, quelque chose d'actif et qui marchait plutôt bien. En complément, il a... Ah, il y a un souci là. Donc, en complément, il a développé sur l'île, il a donné accès à des terrains qui permettaient de faire des cultures. Donc, c'est des jardins ouvriers qui ont été mis sur l'île. Il y a eu jusqu'à 80 jardins ouvriers qui étaient utilisés par les ouvriers de l'île. Ceci dit, dès 1923, on a retrouvé dans les archives des projets du pont qui sera le futur pont d'Édé, qui permettait de relier l'île à la terre ferme. Je rappelle que le pont en bois, qui est daté de Louis XIV, avait brûlé donc en 1815. Donc l'île était redevenue une vraie île sans accès possible autre que par des barges. Donc imaginez la difficulté de communication et en complément, tout ce qui est service électricité, eau courante, etc., n'existait pas. Hein. Donc, ça veut dire que c'était vraiment un coin perdu au milieu de Boulogne, hein, enfin, au milieu de Billancourt. Donc, dans un premier temps, il va s'attacher à rehausser l'île. Hein. Il avait dans la tête les inondations de 1910, où il y avait plus de 3 mètres d'eau au-dessus de l'île Seguin. Elle était vraiment construite au ras de l'eau. Accessoirement, si on voulait faire un pont, on était obligé d'avoir un espèce de remblai d'accueil, parce que le pont, il doit être à peu près à 10 mètres au-dessus de la Seine. Donc, on imagine qu'à l'accueil sur l'île, il faut que l'île ait une certaine hauteur pour accueillir le pont. Donc, il va remblayer l'île en mettant de 3 à 6 mètres de remblai sur toute la surface de l'île. Savoir ce que ça représente. Des milliers de mètres cubes de terre, de gravats. Et utilisé pour ça tous les déblais qu'il continuait à avoir des constructions de Billancourt, puisque Billancourt,
construire, se développer. Donc, il fallait creuser, il fallait faire des fondations. Tout ça, on prend ça, on met ça dans des barges. Les barges, on les traite avec des petits moteurs Renault, bien sûr, et on les emmène sur l'île. On prend aussi tous les résidus de fonderie, tous les déchets, en fait, il les verse sur l'île et il installe là, un petit train qui permet de répandre l'ensemble des matériaux sur toute la surface de l'île, excepté, bien sûr, la parcelle Galice. Imaginez ce que commence à devenir cette parcelle Galice encaissée entre des montagnes de terre. Alors, coup dur, on a les autorités fluviales qui lui demandent en 1919 de couper l'extrémité de l'île pour améliorer le flux de la Seine. On a une passe là qui est source de tourbillons, qui freine le débit de la Seine. Et donc, il est demandé d'un côté sur l'île Saint-Germain, dont on voit l'extrémité. Voilà, là c'est l'île Saint-Germain. Donc, on demande de couper cette partie-là de l'île Saint-Germain. Et puis, on demande de couper toute cette zone-là de l'île Seguin. Alors, ça ne fait pas ses affaires parce que c'était une zone qui était large, qui était exploitable, et on la remplace par un petit bout qui est tout à fait très étroit. Alors, concrètement, il va négocier d'agrandir un petit peu la passe, mais surtout de pouvoir bétonner le tour de l'île à raison de 2,50 m de hauteur pour consolider l'ensemble de l'île, et surtout de mettre ici, en face de la zone du terrain Galice, de mettre une passerelle métallique qui va permettre de faire une jonction physique entre l'extrémité de l'île et l'autre bout, et donc de passer là des tuyaux et d'installer en bout d'île la centrale qui permettra d'être autonome en énergie. Donc imaginez la partie de Galice qui va être cernée par des remblais et par un pont métallique qui est sur le domaine public, qui passe au-dessus de la Seine et qui permet d'alimenter le reste avec la centrale qui est juste au pied du terrain. Pas très utilisable en fait le terrain Galice derrière. L'île, on l'a vu, est faite de remblais. Il n'y a pas, c'est des sédiments dessous, il n'y a pas de rochers, donc il faut aller chercher très loin un soutien pour les fondations de l'île. Donc il va planter des pieux de béton, un peu comme on a fait à Venise, mais au lieu d'être du chêne, c'est du béton. Des pieux qui font 10 à 15 mètres de long pour aller chercher le terrain solide au fond de la Seine. Il y en a des milliers sur l'île, ça va durer plusieurs années pour arriver à faire un soutènement qui va porter une usine. Donc des travaux gigantesques. En même temps, il va demander de pouvoir construire une usine et la demande en 1928 va lui être refusée parce que l'aménagement des alentours de Paris décide que l'île doit être réservée au public et ne doit pas être construite. Donc, fureur de Louis Renault, bien sûr, parce qu'il a engagé des travaux pendant 8 ans pour rendre le terrain viable. Donc, il va menacer de quitter Billancourt. Ce n'est pas une hypothèse neutre parce que ça avait été envisagé pendant la guerre de 14. En disant, bah, si je ne peux pas construire, moi je suis coincé, je vais ailleurs. Donc il avait été imaginé de déménager à Lyon, pour savoir, historiquement parlant, au moment de la guerre de 14. Et puis, bon, devant l'insistance de Louis Renault, devant les frais qui avaient été engagés et qui auraient dû être remboursés en cas d'expropriation, devant les intérêts économiques, parce que Louis Renault était déjà un acteur majeur dans la région et payait beaucoup d'impôts dans le coin, ben, il y a finalement l'autorisation de construire cette usine. Donc, on lance le pont d'Édé à la suite, qui est opérationnel, enfin, qui est construit en 1928 et qui sera opérationnel en 31, inauguré en 30, je crois, donc avec quelques avatars sur la conformité du pont. Enfin bref, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais enfin, pour retenir l'île est reliée définitivement à partir des années 30 par un pont métallique qui va supporter toutes c'est le cordon ombilical de l'île, on va dire. L'eau courante, elle passe par là. L'eau
l'ont usé également. Toute l'énergie, alors il y a l'énergie électrique qui est mise en place, mais il faut quand même approvisionner. Enfin, il y a tout ce qui est tuyau d'approvisionnement passe par le pont. Il y a une voie ferrée également sur ce pont. De l'autre côté, ça c'est côté Meudon, dans le prolongement du pont d'Édé, il y a le pont Sibert qui est construit également et qui permet de relier l'ensemble de l'île au réseau ferré qui passe à l'époque par le bas Meudon. Et on peut démarrer la production, alors c'est partiel, l'île n'est pas complètement construite à ce moment-là, mais on peut démarrer la production dès 1930. Alors ça tombe assez mal puisque c'est en plein pendant la crise de 29, enfin la suite de la crise de 29, donc l'automobile se porte mal. Il faut savoir que Renault va perdre de l'argent sur l'automobile pendant 3 ans, hein, dans les années 20, enfin 29, 30, 31, mais va s'en sortir peut-être plutôt moyenne. Il est très diversifié en termes de produits. Alors, on a une méthode d'assemblage qui est encore très, je vais les dire, archaïque presque, hein, parce qu'on a encore des structures en bois sur et la carrosserie en tôle emboutie vient de greffer dessus. C'est vrai que Citroën était passé au tout acier bien avant, et ce qui permettait d'avoir une production beaucoup plus facile et beaucoup plus automatisable entre guillemets. Donc en 1930, il installe sur l'île, bon, alors il y a des rouleaux, des bancs à rouleaux qui commencent à être mis en œuvre pour tester les voitures sur chaîne, mais surtout, on emménage en sous-sol une piste d'essai. Alors, je crois s'il y en a qui ont eu l'occasion de la connaître, cette piste d'essai, qui est un monument parce qu'elle est étroite, il n'y a pas trop de visibilité. Bon, il ne faut pas trop tomber en panne au milieu de la piste derrière un virage, hein. Mais enfin, elle fait son boulot et elle permet d'essayer. Elle fait 4 km, je crois, au global. Je sais plus. Enfin, elle fait le tour, hein. Et ça permet enfin, pas 4 km, moins que ça, 400 mètres ou 500 mètres, je sais plus. Enfin, bref. Et elle permet d'essayer les voitures avant de les envoyer en livraison. Donc, les installations sur l'île, c'est gigantesque, hein. Voilà, ça, c'est une presse à emboutir des longerons. Ça vous donne une idée de la taille des machines qu'il peut y avoir là-dedans. Alors, tout ça reposant, je le rappelle, sur des pieux qui vont chercher très loin les soubassements. Donc, on imagine qu'à chaque coup de presse, là, ça ébranle tout ça, hein. En 32, on commence à être trop à l'étroit. Donc, l'usine, elle a été construite sur 4 étages, mais il faut rajouter une 3e chaîne de montage. Et il y a surtout une très, très grande diversité de production. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Renault faisait tout. Alors, il faisait les voitures, mais il faisait aussi, alors, en voiture, il faisait les 4 cylindres, donc 7A4, Prima 4, Nova 4, Viva 4, hein, si vous connaissez un petit peu ça, dans différents types de carrosseries. Il faisait des 6 cylindres, il faisait des 8 cylindres, une voiture de très grand luxe. Tout ça à quelques centaines d'exemplaires grand maximum. Si on croise avec le nombre de carrosseries possibles, il y a des carrosseries qui ont été faites quasiment à l'unité ou à la dizaine d'unités maximum. Tout ça dans l'île Seguin. Vous voyez le bazar que ça pouvait faire, ce niveau de diversité. Loin de Ford, qui avait été pris comme modèle pour l'île, mais Ford, lui, il avait des unités de production qui étaient beaucoup plus vastes et surtout des modèles quasi uniques. Et puis, en plus des voitures, on fait d'autres choses. On fait des autorails, on fait les châssis des bus, les bons vieux bus à plateforme, la TN6, là, eh ben, le châssis lui-même était fait dans l'île Seguin. On fait des camions, on fait des locotracteurs, on a fait le petit train du jardin d'acclimatation. Il a été fait par Renault et il a été On n'entend plus rien depuis 15 secondes. Oui, pareil. Tim s'affiche un micro coupé.
Pour Bruno Hernandez, je pense que c'est juste un problème de micro coupé. C'est coupé, oui. Ça va mieux là? On vous Ça va entend, mieux, oui. là. Bon, on va repartir comme ça. Donc, il faisait, on disait qu'il faisait tout, y compris des choses un peu bizarres. Il faisait du papier d'emballage, il faisait, on a dit des pneus de l'huile, il faisait même ses briques, hein. C'est-à-dire que les constructions sur Boulogne-Billancourt, elles ont été faites avec des briques qui étaient fabriquées par l'usine elle-même. En gros, il rentrait à Boulogne que des matières premières basiques, hein, du charbon, de l'acier, du bois, des choses comme ça. Mais on transformait un maximum de choses. Alors ça, c'était pas sur l'île, hein, c'était côté Billancourt, mais sur l'île, c'était tout ce qui était assemblage. Mais ça vous donne une idée de la complexité qui pouvait être gérée à l'intérieur de l'usine. Alors, il va lancer un film en 1932 pour essayer de se relancer après la crise de 29 en cultivant la fibre patriotique, hein. Donc il appelait ça l'automobile de France. Alors c'est pas tout à fait juste parce que en fait Citroën avait déjà déplacé Renault et était à 50% du marché dans les années 30. Donc Renault n'était que deuxième et encore talonné par Peugeot. Donc il avait un petit peu un déficit de notoriété de ce côté-là. En plus, Citroën était très agressif sur le plan de la publicité. Donc il a cherché à se repositionner au travers d'un film qu'il a tourné sur l'île, qui dure une demi-heure, qui s'appelle l'Automobile de France et qui met en valeur la modernité de l'île Seguin, qui était la plus grosse et la plus moderne usine de France à l'époque, hein, et qui battait largement les installations qu'avait Citroën. Alors, du coup, il va lancer une campagne de presse derrière, il va faire visiter les usines à des gens importants, donc des journalistes, des politiques, mais aussi André Citroën, qui va se dire que s'il ne fait pas quelque chose, il va être dépassé. Et donc, c'est ça qui va lancer derrière le projet de Citroën pour faire le quai de Javel, enfin, casser l'usine de Javel et refaire l'usine de Javel où il va fabriquer la traction. Par contre, les frais qu'il aura engagés le conduiront à la ruine, hein, et puisqu'il va déposer le bilan à la suite de ça. C'est une certaine revanche de Renault d'une certaine manière. Donc l'île, elle va être utilisée également dans la publicité, hein, pour montrer les progrès qu'a fait l'entreprise en termes de modernité. Et donc elle va apparaître sur les affiches, elle va apparaître dans des photos. Alors c'est Doineau qui avait été embauché par Renault pour faire des photos surtout de l'industrie de l'île, hein. On en parle beaucoup dans la publicité parce qu'il a fait ailleurs, mais ce qui photographiait surtout Doineau à l'intérieur de Renault, c'était des machines pour montrer avoir un archivage de ce qui existait à l'intérieur de Billancourt. Accessoirement, il a photographié des bâtiments, mais c'était pas sa fonction première. Donc ça, c'est la pointe amont qu'on voit en 36. L'intérêt de cette photo aussi, c'est de montrer que toute la surface avait été utilisée, hein. Il y a un redent entre le rez-de-chaussée et le premier étage qui tombe juste à l'aplomb des contours de l'île, hein. On le voit un peu mieux sur cette photographie-là, hein. L'extérieur des bâtiments tombe à l'aplomb de l'extérieur de l'île. Ça, ce sont les premières couvertures des journaux d'entreprise qui sont sortis en 39. Et en 39, on était encore très fiers de montrer l'île Seguin comme étant le fleuron de l'entreprise. Survient la guerre. Alors clairement, Renault fait partie des cibles à la fois stratégiquement parce qu'on y produisait des éléments, des camions, des véhicules blindés, pas de chars, mais des véhicules blindés, et puis des automobiles qui pouvaient servir et qui servaient à l'occupant. Et puis, c'était aussi une usine qui était en pleine ville, et donc c'était un moyen de montrer aux Allemands qu'on pouvait toucher des fabrications n'importe où en France. Donc ça a été la première, je crois que c'était la première des usines qui a été frappée quand il a été décidé de bombarder des actifs industriels
qui fonctionnait encore. Donc en 42, vous voyez il y avait beaucoup de voitures encore, hein, il n'y avait pas que du militaire pur et dur. Alors, en 42, donc premier bombardement qui s'est soldé par la destruction de l'extrémité de l'île, au passage 400 morts, 400 immeubles détruits dans Billancourt, hein, dans Boulogne. En 43, rebelote, donc l'île, elle est quelque part sous les nuages en bas à gauche, là. Hein. On voit qu'on a visé aussi, on a eu des erreurs de tir, hein, puisqu'on a visé beaucoup plus haut. Et puis, on a eu aussi des bombes qui sont tombées sur le pont de Sèvres. Et à cette occasion-là, il y avait des gens qui s'étaient réfugiés dans le métro du pont de Sèvres qui existait alors, et qui malheureusement, il y a eu 80 morts dans le métro du pont de Sèvres. À la suite de ça, bien, Louis Renault décède. Il est emprisonné début septembre 1944 pour fait de collaboration, et il décède avant d'être jugé le 24 octobre 1944. Et à la suite de ça, les usines sont dans un premier temps réquisitionnées, et puis ensuite nationalisées. Et c'est Pierre Le Faucheux, qui était un résistant reconnu, si je puis dire, qui prend les rênes de l'entreprise. Alors, on va y lancer, sur la décision de Pierre Le Faucheux, qui va se bagarrer pour obtenir le droit de le monter, puisque au plan Ponce, qui avait été décidé après-guerre, le plan Ponce répartissait les fabrications entre les différents constructeurs pour pas qu'il se fasse concurrence et avoir une meilleure efficience économique à la sortie de guerre. Donc le plan Ponce attribuait à Renault des véhicules utilitaires, qui étaient seulement à faire en parallèle avec Berlier. Dans la pratique, comme il y avait la 4 chevaux dans les cartons, qui avait été étudié pendant la guerre par Picard, il va réussir à convaincre qu'il est capable de démarrer une petite voiture qui pourrait remettre la France sur roue. Et donc, il va réussir à obtenir l'autorisation de relancer la 4 chevaux. La 4 chevaux, elle est présentée au Salon de Paris 47 à l'état de prototype, et elle va commencer à être montée juste, en gros, à partir de 48. À l'époque, soit que 90% des fabrications de Volkswagen, donc de 4 chevaux, étaient réservées à l'export pour maintenir la balance commerciale de la France au mieux. Et donc, ce qui était déversé en France, c'était au compte-gouttes. Hein. C'était les privilégiés qui avaient les premières 4 chevaux. Donc, la fabrication, elle est quand même plus facile qu'avant-guerre, puisqu'on se retrouve avec l'arrêt de la Juva 4 berline. La 4 chevaux devient le seul modèle de tourisme fabriqué sur l'île. Il restera la Juva 4 break, qui était un parallèle et puis qui ensuite sera fabriqué à Flins. Mais donc, ça facilite grandement les choses, d'autant que la voiture, c'est une monocoque tout acier, donc plus de bois, plus de choses comme ça. On se retrouve dans un chemin industriel qui est quand même très copié-collé de celui qui avait été fait avant-guerre avec l'assemblage des carrosseries. La seule grosse différence, c'est qu'on a mis en place, côté Billancourt, des machines transfert qui ont été conçues par Béziers, qui était un ingénieur de grand talent, à qui on doit aussi les courbes Unisurf ultérieurement, hein, et tout ce qui est CAO, CFAO, c'est à Pierre Béziers qu'on le doit. Donc il avait imaginé des machines transfert, et on va installer 39 machines transfert à Billancourt au départ de guerre, qui permettront de gagner en temps d'usinage et permettre des cadences. On va aller au démarrage à 300 voitures par jour, ce qui est une cadence phénoménale compte tenu de ce qu'on savait faire à l'époque. La 2 chevaux, elle était à quelques dizaines par jour en parallèle. En 1947, gros événement, c'est compte tenu de la mort de Louis Renault et de la nationalisation de l'entreprise. La veuve Galis était mort, monsieur Galis, le polytechnicien, était mort en 1937, et la veuve avait continué de s'arc-bouter contre la non-vente de son terrain en souvenir de son mari, et la régie devenant régie nationale, elle accepte enfin de céder son terrain
ce qui permet d'imaginer de reconcevoir l'extrémité de la Pointe-Aval et de reconcevoir l'implantation de la centrale électrique. Alors, dans la pratique, ça va mettre beaucoup de temps à se mettre en œuvre, mais on peut commencer à faire des projets comme ça. Vous voyez que l'histoire a duré un certain temps avec Galis. En 67, on commence à être à l'étroit parce que la 4 chevaux a été remplacée par la 4L depuis 61. On est passé en gros de 300, 400 véhicules par jour à la fin avec les 4 chevaux à 1100 voitures par jour en 68 et on travaille en 3/8. On crée donc un 5e étage à la fois pour augmenter la capacité et puis pour moderniser la peinture, mais les installations étant ce qu'elles sont, les cuves de cataphorèse qui sont très lourdes, il faut qu'elles restent au rez-de-chaussée, et tout ce qui est peinture finale, et tunnel de peinture et aération associée, eh bien, il faut les mettre près du ciel, et donc on les met au dernier étage. Donc imaginez le circuit des voitures. Et ce que vous avez en haut à gauche, là, ça s'appelle l'allée des Sphinx. Enfin, c'est comme ça que les gens l'ont appelé localement, qui est la batterie de ventilateurs destinée à aérer l'ensemble du 5e étage. On est toujours sur un schéma compliqué, hein, c'est-à-dire que les voitures, elles sont stockées en bout d'île, et puis le flux, il faut que ça continue, ça sorte, si je puis dire, et donc on évacue les voitures par barge, hein, donc on a un entrepôt à Gennevilliers, et il faut sans arrêt qu'il y ait des barges qui sortent les voitures de l'île pour éviter l'engorgement. Imaginez que s'il y a une barge qui est pas là, ben, ça stoppe parce qu'on n'a pas la possibilité d'aller stocker les voitures qui sortent. On pourrait dire la même chose sur les ascenseurs qui peuvent tomber en panne, etc., etc. Donc le schéma industriel est quand même extrêmement compliqué et lourd à mettre en œuvre. Donc si on regarde, et ça c'est une photo de vue d'avion, donc à gauche c'est l'île Seguin en 54, à droite c'est en 72. Alors malheureusement c'est inversé, je n'ai pas pu avoir les mêmes, mais on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part le fait d'avoir le dôme du 5e étage sur la photo de droite en couleur, là, qui est au milieu de l'île. Et puis le pont de Sèvres, on voit l'ancien pont de Sèvres qui a été imaginé par Napoléon Ier, qui est en œuvre encore en 54 et qui est remplacé par le nouveau pont de Sèvres. C'est à peu près tout ce qui se passe. Côté Billancourt, il y a eu un peu plus de changements, hein. On a changé plus de bâtiments. Et puis l'île Seguin, elle a été depuis la Libération, mais c'est encore plus vrai à la fin des 30 Glorieuses, où on a de plus en plus les problèmes de fonctionnement, on a un nombre de personnel important, on a Billancourt qui a un statut particulier qui fait que les politiques s'en emparent, et donc c'est un peu le creuset de l'ensemble des revendications qui peuvent être au niveau Renault, mais aussi au niveau national. Donc on va avoir une période très agitée là, qui vont faire que ça va devenir comment dire, on est en permanence en revendication, si je puis dire. Donc ça crée une ambiance qui est tout à fait particulière. Alors à gauche, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est François Mitterrand qui monte à la tribune de l'île Seguin. Alors il y avait une grande esplanade qui facilitait tous les meetings. Donc là, il monte à la tribune pour haranguer les foules en 65 au moment des élections. Et puis à côté, à droite, c'est Jean-Paul Sartre là, qui a été fréquemment invité, ou si c'est fréquemment invité sur l'île Seguin pour expliquer comment il fallait refaire le monde. Voilà. Tout ça a conduit à Bernard Arnault, qui voudrait la paix sociale, à établir un projet de Billancourt, de rénovation de Billancourt en 82, qui s'appelle Billancourt 2000, qui consisterait à rénover l'ensemble du site sans toucher à l'île Seguin. L'île Seguin, c'est à gauche, en bâtiment extérieur. Par contre, dans son projet, il y a la refonte complète de l'intérieur de l'île. Bon, mais problème, c'est que depuis 81, Renault perd de l'argent, et beaucoup, que ce projet ne tient pas compte des problèmes qui demeurent de difficultés d'approvisionnement, hein. On est de plus en plus enclavé, hein. Quand Renault s'était installé en 1898, c'était la campagne, hein. Il n'y avait rien à Meudon, il n'y avait rien à Boulogne, hein. C'était des petites maisons secondaires qu'il y avait à Billancourt. Donc là, la ville
peu à peu complètement absorber l'ensemble et on se retrouve avec une usine qui est vraiment au cœur de la ville, à tout ce que ça entraîne en termes de difficultés d'approvisionnement, etc. Toujours est-il que les difficultés s'amonçant, on continue quand même à mener en 83 des grands travaux de modernisation qui coûtent un maximum. Là, c'est pas un montage photo, hein, c'est vraiment une photo de ce qu'on voit à travers un bout de plastique qui a été déchiré. Il y en a à tous les étages, il y a des grues partout. On est en train de casser tout ce qui avait été construit pour consolider l'île, parce qu'à force d'avoir tapé avec les grandes presses, etc., ça s'était un peu enfoncé. Donc on recoule du béton, on recoule des pieux, on remet des pieux pour reconsolider l'île, donc des travaux gigantesques, hein, dans un contexte où, je rappelle, Renault perd un maximum d'argent. Alors, en 84, c'est la crise. Hein. Renault perd, c'était 12 millions de francs, la facture de l'époque. En parallèle, 12 milliards de francs, pardon, 50 milliards de dettes. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, Bernard Arnault, qui avait lancé tout ce projet et qui était un peu dans le déni du sureffectif, en essayant finalement de développer l'entreprise au maximum, en essayant de compenser ça par du volume, alors que si tu n'étais pas aidé non plus par les politiques, qui ne voulaient pas à l'époque entendre parler de réduction d'effectifs, voire de fermeture d'usines. Donc lui, il avait fait une course en avance sur le volume, et puis malheureusement, ça s'est traduit par ces déficits, avec en plus des problèmes qu'on a eu aux USA, etc., qui faisaient que globalement, ça ne marchait pas. Donc il va être remplacé par Georges Besse, qui lui va remuer un peu l'usine en disant, enfin l'usine, même tout l'ensemble de Renault en disant un sou est un sou et il faut faire des économies à tous azimuts. Malheureusement, il va être assassiné peu de temps après. Il aura eu juste le temps d'arrêter le projet Billancourt 2000, qui était consommateur de ressources et d'argent. Et puis c'est Raymond Levy à qui reviendra la tâche de poursuivre le redressement qu'avait entraîné Georges Besse. Alors, on va continuer à faire l'Express sur l'île Seguin, parce que les investissements étant faits, ça n'aurait eu aucun sens d'arrêter tout de suite les frais, si je puis dire. Donc on va avoir une usine moderne qui est refaite de A à Z, donc les voitures sont sur balancelle au lieu d'être sur convoyeur, les postes de travail sont complètement revus avec des postes de travail à hauteur d'homme, donc on est dans une usine qui fonctionnerait au mieux s'il n'y avait pas tous ces problèmes d'approvisionnement, de circulation des flux à l'intérieur de l'usine, etc. Donc c'est clair, c'est aéré, ça n'empêche pas, vous voyez au premier plan, d'avoir encore la cigarette au bec quand on veut assembler un siège. Hein. Donc, ça veut dire que la qualité intrinsèque dans l'île Seguin, elle est encore un peu à désirer. Elle laissait encore un peu à désirer. On voit mal ça faire ça aujourd'hui. Et puis, il y a le schéma global qui est remis sur la table, qui montre bien la complexité des flux, hein. Alors des flux d'approvisionnement. Dans un contexte de remise en cause de la logistique, il n'y a pas de solution possible. On ne peut pas faire venir des fournisseurs au plus près pour faire du juste à temps. Donc, c'est clair que cette usine-là, elle n'est absolument pas adaptée à la nouvelle manière de faire pour essayer de remettre Renault dans le bon sens en termes de modernité de site industriel. Alors ça, associé en plus à l'ambiance délétère au sein de l'ensemble de Billancourt, ben, ça veut dire que Billancourt, globalement, est condamné. Et puis c'est Michel Rocard qui a eu la lourde tâche d'annoncer en février 89 la fermeture de l'usine. Cette fermeture-là étant prévue courant 92 pour laisser le temps de diminuer progressivement les effectifs. L'Express va aider parce que l'Express a remplacé on avait fait des Super 5 aussi avec Seguin. L'Express, c'est des cadences plus faibles, c'est donc des demandes en main-d'œuvre plus faibles.
c'est aussi des voitures plus simples à fabriquer, donc en termes de logistique, moins de pièces, etc. Donc c'est moins de diversité, donc c'est plus facile à gérer cette décroissance. Voilà, donc il y a de façon suivie une polémique sur que fait-on de l'île Seguin. Est-ce qu'on garde en mémoire un bout de cette histoire industrielle ou est-ce qu'on démolit tout et on va repartir à zéro sur quelque chose de complètement différent? Ça va durer de l'ordre de longtemps, hein, la démolition de l'usine proprement dit va avoir lieu à partir de 2004. Donc, vous voyez, on est resté extrêmement longtemps, donc ça fait de 92 à 2004, hein, 12 ans, à pas savoir un peu quelle suite on allait donner à ça. Alors, des polémiques dans les journaux, ça a été très très long. Pour la petite histoire, ça a fait un peu le bonheur de certains, puisque quand l'usine a été désaffectée, et longtemps désaffectée, ça a servi d'entraînement discret pour le GIGN. Et finalement, on a 1 kilomètre avec plein de caches possibles et tout, donc c'est un terrain de jeu super pour les gens du GIGN. Bon. Il n'y a pas eu que ça, mais il y a eu ça. On ne s'est pas écrit partout. Voilà, j'en ai fini. J'ai été un peu vite, mais je pense qu'on était un peu coincé par le temps. Donc, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre dans la mesure du possible. Bonjour, merci pour l'excellent exposé. J'étais un jeune Renault à l'époque de la démolition et je ne le suis plus, mais moi c'est juste que j'ai eu la chance de travailler au bâtiment X et que tous les soirs je voyais des gens pleurer quand ils voyaient l'usine démolie et qui me disaient vous détruisez ma vie. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à cet exposé d'excellente qualité. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour les questions-réponses, on va procéder de la façon suivante. Il y a une question dans la salle posée oralement. Je demanderai aux personnes qui sont sur Teams de les poser par écrit dans le fil de discussion. Et puis, une question sur 2 ou une question sur 3, je me ferai le porte-parole des questions posées à distance. Il y a déjà des mains qui se lèvent là dans la salle. Oui, merci pour vous avez exposé. Je fais simplement une petite mon dernier souvenir de l'île Seguin, c'est lorsque j'étais délégué de liste pour des élections professionnelles, des délégués du personnel, donc en janvier 1992. Alors, on pouvait se poser la question pourquoi il y a des élections alors que c'est en mars 1992 que l'usine a été fermée. Mais en fait, c'est une élection qui devait avoir lieu légalement pour l'ensemble de Renault. Donc, c'est un petit détail. Par contre, une précision et une question par rapport à votre exposé. Vous avez dit que Louis Renault est mort en prison. Non, il a été emprisonné et derrière, il est sorti, on l'a soigné, entre guillemets, où il est resté à l'hôpital pendant 1 semaine ou 15 jours, je crois, c'est tout. Oui, parce qu'il a quand même été assassiné. Il a reçu des coups de ses geôliers. Et c'est pour ça qu'effectivement. Je ne suis pas rentré dans ce détail-là, mais effectivement, il y a en tout cas une polémique là-dessus. On a fait des radios derrière de son crâne pour montrer qu'il a été, apparemment, il a eu des ruptures de vertèbres cervicales, donc on n'a pas su dans quelles conditions, à quel moment, etc. Et comme vous dites, le plus probable est qu'il ait été maltraité en prison et derrière qu'il en est mort. Ça, c'est clair. Et une question, vous avez évoqué l'origine du mot de l'île Seguin. Je l'ai découvert simplement par la présentation. L'origine du mot de l'origine du nom de l'île Seguin. L'île Seguin. Moi, vous l'avez expliqué. Et donc, vous avez dit que c'était Armand Seguin qui était la tannerie, en l'occurrence en 1594, au moment de la Révolution française. Or, en fait, confirmez-moi si c'est vrai ou pas, mais les tanneries, pendant la Révolution, c'était très souvent des tanneries cousues même. Est-ce que dans l'île Seguin, il y avait des tanneries cousues même? Non. Alors, pour l'histoire industrielle de Seguin, juste avant, en fait, il y avait eu des blanchisseries qui s'étaient installées, les blanchisseries Riffet, c'était la première fois où on installait un processus industriel dans l'île Seguin.
Et ce Riffet-là avait fait des malversations au moment de la Révolution. Il s'était sauvé, il avait compris qu'avec la Révolution, il était pas très prudent de rester là, donc il s'est sauvé, je crois qu'en Allemagne. En tout cas, il a été à l'étranger. Et du coup, les blanchisseries Riffet ont été expropriées et récupérées par le gouvernement révolutionnaire, enfin les révolutionnaires. Et du coup, on a affecté à Seguin, qui avait développé un procédé de tannage rapide, on a affecté avec beaucoup d'avantages, hein, après c'est toute une histoire pour raconter les tanneries Seguin, pour pouvoir développer des procédés de tannage qui en gros ont tanné des peaux en 3 semaines au lieu de 2 ans avant. Ça pour alimenter les armées révolutionnaires, ils avaient besoin de chaussures, ils avaient besoin de sel, etc. On avait besoin de cuir, énormément de cuir. Alors, Seguin, lui, il avait réussi, par son procédé, à s'octroyer le marché des peaux de bœuf de grande taille, quoi. C'est-à-dire qu'il restait, donc essentiellement du bœuf, et il restait juste pour les tanneurs de la capitale, il y avait énormément de tanneurs à Paris, il leur restait juste à pouvoir tanner du mouton ou des chèvres. Hein. Donc lui, il s'est retrouvé avec finalement à récupérer tout le marché de la tannerie autour de la région parisienne. Mais on tannait que du bœuf, à ma connaissance. Hein. Non. Oui, mais j'ai pas, enfin moi je l'ai vu nulle part. Hein. Par contre, dans sa tannerie, on lui avait donné beaucoup d'avantages. Et il fallait notamment, pour la petite histoire, c'est assez drôle, enfin c'est drôle si on veut, il fallait mettre dans sa tannerie, il fallait mettre des cuves avec de l'acide. Donc c'était des fûts en bois. Si on mettait ça dans de l'acide comme ça allait pas bien. Enfin, le thym, il fallait le concentrer, il fallait protéger le bois et on avait besoin de plomb pour protéger tout ça. Et on est allé chercher la couverture de Notre-Dame pour faire ça. Donc on a piqué la couverture de Notre-Dame à l'époque pour aller doubler les cuves de la tannerie Seguin. Alors après Seguin, on n'a plus besoin d'autant de cuir parce qu'avec l'arrivée de Napoléon, finalement, on pouvait se fournir avec du cuir dans les pays qu'on avait conquis. Donc le besoin a diminué. Et puis Seguin, derrière, n'était pas très net non plus dans la gestion de ses affaires. Ça n'a pas du tout plu à Napoléon. Et donc il a été mis en prison. Et ses avoirs ont été confisqués. Alors, les avoirs, il avait plein d'avoirs, mais sauf l'île Seguin, qui est resté propriété des Seguin, assez bizarrement. Alors, pour la petite histoire aussi, l'île, elle a été expropriée 4 fois dans son histoire. Elle a été expropriée par Louis XVI, qui voulait en faire une prolongation du jardin du château de Bellevue, qui était sur les coteaux de Meudon pour ses petites filles. Ensuite, elle a été expropriée au moment de la blanchisserie Riffet par la communauté révolutionnaire. Ensuite, elle a à nouveau été expropriée, donc une deuxième fois, au moment de l'affaire Seguin. Et puis, elle est expropriée pour Louis Renault. Donc, dans son histoire, 4 fois. C'est quand même assez particulier. Plus une 5e fois rachetée derrière par l'État, finalement, pour faire les projets actuels. Donc, elle a eu toujours beaucoup à faire avec les instances nationales, on va dire. Une autre question dans la salle? Oui, 2 questions, monsieur, et ensuite Jean-Marie, puis après je prendrai la main sur Internet, parce qu'il y a des questions qui défilent aussi. J'aimerais avoir quelques précisions sur la fameuse piste, parce que moi, je n'ai pas eu la chance de la voir depuis Covid en 91. Donc, elle avait quelle forme finalement? Elle faisait le tour de l'île, en fait. Elle faisait le tour, elle passait tout autour. Alors, la particularité, c'est qu'elle avait des tronçons. On ne faisait pas n'importe quoi là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait un parcours très codifié. Il y avait des zones où on accélérait, des zones où on freinait, il y avait des zones où on passait sur des pavés, et l'idée, c'était d'avoir un cycle de test précis qui permettait de dire au bout de la piste
la voiture, je la juge viable, et donc on y va. Donc il y avait des zones où on regardait si la voiture tirait pas, si elle freinait, si ça faisait pas de bruit quand on passait sur les pavés, etc. Sur les Comme, usines, oui, là, comme oui, toute piste exactement. d'essai, quoi. Comme toute piste d'essai. Comme une piste à ciel ouvert des usines d'aujourd'hui. Courte en distance, mais sévérisante sur différentes choses, étanchéité, pavé, comme on l'a dit, pour les Par vibrations. contre, c'était, on l'a vu sur les photos, hein, une voiture. Hein. On passe entre trois toits, une voiture. Elle était à l'extérieur des Elle est- pieux, Elle était, ah ben les pieux, ils s'étaient enfoncés dans le sol. Hein. Les pieux, c'était sur la chape, c'est sous la chape, quoi. Mais il y avait en gros des pieux, une chape, il y avait des poteaux qui tenaient la superstructure, et puis ça passait dessous. Pour la conférence, ça a été enregistré. Vous pourrez revoir slide par slide et vous verrez en détail les 2 photos. Il y a 2 photos dans la présentation qui montrent la piste. Qui Oui. montrent la piste. Il y a Une nature et une avec où il y a les les 4 pavés. chevaux avec les pavés. Jean-Marie, tu avais une question? Oui, moi j'ai un des collègues de Trombo qui a eu la chance d'être le patron de la centrale de l'Ipseguin. Mais bon, je ne l'ai pas vu, j'ai dû le revoir 2 fois, donc j'ai jamais eu l'occasion de lui poser la bonne question, donc je te la pose. Cette centrale, elle marchait à quoi? Au charbon, au gaz? Charbon. Charbon. Au début, charbon. Après, je crois qu'après, quand elle a été modernisée, on a changé, mais au début, c'était charbon. D'accord. Après, je ne sais plus. Et elle produisait de la vapeur, je suppose, en même temps. Forcément. Ouais, on peut dire qu'elle produisait des scories aussi beaucoup. Hein. Quand tu garais ta voiture pas loin, tu te retrouvais avec plein de petits bouts, et puis il fallait de l'acide oxalique pour enlever ça, hein. Sinon ça partait pas. Hein. Non, non, c'était un des problèmes de la centrale, hein. C'est que globalement, ça faisait un ensemble polluant en plein milieu de ville, donc ça faisait râler les voisins. C'était à peine pire que les tanneries. Hein, Ah bah les tanneries, oui, mais il n'y avait personne. Il faut bien penser qu'à l'époque, quand ils se sont installés, avant c'était, et juste après, ça a été un ensemble où c'est les peintres qui se sont installés. Hein. Il n'y avait pas encore, mais l'école de Paul Huet qui s'est installée juste après, enfin qui a duré tout le début du 1850, hein, enfin de 1800 à 1850, c'était les peintres qui venaient s'oxygéner dans le coin de Boulogne où ils trouvaient des coins où il y avait la nature complète, quoi, hein. On a peine à s'imaginer ça aujourd'hui, mais les coteaux de Meudon, il n'y avait rien. Billancourt, on appelait ça la plaine de Billancourt, hein. C'était des champs. Hein. Donc, ils pouvaient s'installer à la tannerie, ça ne gênait personne. Hein. Enfin, il y a des voisins qui se sont plaints quand même. On retrouve des écrits, mais ils se sont fait débouter parce que comme c'était un acte d'intérêt national, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Je vais prendre la main parce que quelques questions. Il y a quand même, pour votre information, 129 personnes connectées, en plus de vous qui êtes ici. Alors, première question, je vais regrouper 2 en une. Je ne vais pas citer les auteurs, ils m'en excuseront. Alors, des infos sur la dépollution de l'île aujourd'hui, de l'île actuelle du terrain, et question qui va avec, pardon, il reste quoi de Renault à Boulogne et sur l'île? Alors, sur l'île, pour moi, il ne reste plus rien. Alors, la dépollution, je sais qu'on a mis beaucoup de temps à dépolluer les lieux. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je pense que ça a été fait puisqu'on reconstruit dessus, mais on a pris du temps à dépolluer. Hein, ça, c'est clair. Dans les délais qui ont été pris pour démolir les bâtiments, il y a eu tout ce problème de la dépollution de l'île qui était déjà seul. Je n'ai pas plus de détails que ça à dire sur le niveau de pollution pour qu'on dise. Après, ce qui reste pour moi, sur l'île Seguin, il n'y a plus rien de Renault. Et sur le seul élément qui reste de l'île Seguin, à ma connaissance, c'est la sirène qui a été implantée par la mairie de Boulogne-Billancourt sur l'ex-place Juliette, place nationale, qui permet de rappeler ce qu'était l'île à l'époque. La sirène qui avait aussi sur Boulogne, donc sur Boulogne, tu peux parler du bâtiment. La sirène, elle a fait l'objet de plaintes aussi des voisins. Là, on se plaignait de la tannerie, mais il y a les voisins de Boulogne qui se plaignaient que Renault il actionnait sa sirène un peu trop souvent pour dire aux gens qu'il fallait revenir travailler. Il y a des plaintes de voisins qui se sont fait dégoûter en disant finalement, dans le bruit ambiant des péniches et autres, c'est pas plus gênant qu'autre chose. Voilà. Mais pour moi, il ne reste plus que la sirène.
Il y a la question portée sur Boulogne aussi, avec tout le Ah, sur trapèze, Boulogne, il reste encore le bâtiment X, bâtiment Pierre Dreyfus. qui est bâtiment qui est aujourd'hui occupé par la direction générale. Mais le pont bleu et le portail n'existent plus. Je crois qu'il a été démoli. Il est resté longtemps en place. Moi, je l'ai vu. Ouais, il est resté longtemps en place, mais je crois qu'il a été démoli. Je ne suis pas repassé mais je ne crois pas que ça a été classé. Je ne suis pas sûr, hein, mais je ne crois pas. Question dans la salle ou je continue avec les questions Internet? Oui, une question dans la salle. J'avais une question. Alors, tu parlais de, je crois, à un moment donné, de 310 jours. Mais c'était quoi le maxi de production? Et puis aussi en effectif, le maxi effectif. Alors, ça a été jusqu'à 600, je crois. Ouais. Ça a démarré à 4 par jour, je crois, en 47-48. Et en 1950, on était déjà à 370 jours, ce qui était fabuleux, quoi, en 50. Et je crois que le maximum atteint, ça a été 600. C'est puis l'autre question. Et en effectif de personnes. En effectif, je ne voudrais pas dire de bêtises, sur l'ensemble de Boulogne, on était à 5000 en 14, on était 22 500 à la sortie de la guerre en 18, et je crois que c'est monté à proche de 40 000, je crois. Tu peux dire que oui, moi j'ai travaillé en 77 et on avait 32 000 personnes. Ouais. C'est bien, c'est déjà sur la pente. Mais je pense 40 000 sur l'ensemble du périmètre du périmètre de Boulogne. Oui, l'entrée était, on était obligé de. Oui, c'était monstrueux. On imagine, enfin, on a du mal à s'imaginer ça aujourd'hui. C'était un ensemble, vraiment une ville dans la ville. D'autres questions? Ce que je peux peut-être préciser, excuse-moi, ce que je vais peut-être préciser, puisqu'on est technocentre, et que je n'ai pas dit, c'est que un des objectifs aussi de la fermeture de l'île, ça a été de récupérer de l'argent pour éponger la dette, bien sûr, mais aussi restructurer Rueil, parce qu'il y avait des bâtiments à Rueil qui étaient tous azimuts, et donc de lancer le technocentre. Donc, à la fermeture de l'île, en fait, il a été en même temps annoncé qu'on construisait le technocentre. Alors, je reprends le fil de discussion. Il y a deux questions à la suite posées par la même personne. Oui, pourquoi n'a-t-on pas utilisé les ponts de l'île pour évacuer les voitures produites, d'autant plus qu'il y avait une voie ferrée côté Meudon, plutôt que les barges dont tu as parlé tout à l'heure? Ben, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Boulogne, même dans la semaine. Hein. Donc, on aurait pu imaginer utiliser le train, mais utiliser la voie des routes, c'est tout encombré de partout. Il aurait fallu des lauréats de camions en permanence. En plein milieu de Billancourt, c'est difficile à gérer, quoi. Très difficile à gérer. Comme et accessoirement, en préparant les barges, en fait, c'était bien le terme d'évacuer les voitures. Ah oui, c'est pour moi. Sur des centres il y avait un flux à sortir, il faut absolument sortir un flux. Donc, la solution la plus simple, c'était vraiment, j'ai l'eau à côté, j'ai un terrain où je peux m'étendre comme je veux à Gennevilliers, et donc j'évacue par barge à Gennevilliers. On est tous sûrs du coup. Au moins sur la Seine, le débit, il est connu. On est capable de dire, il y a tant de barges qui emmènent tant de voitures en pendant de temps. Si je prends la route, je suis sûr de rien, quoi. En plus, la Seine était de se servir de la Seine. Comment? Le thème de Renault, ça a été de se servir de la Seine comme Oui. moyen d'évacuation de la production. On va pas t'entendre si tu te rapproches pas, François. Il y avait Boulogne, il y avait Flins. Non, mais de la Pieuvre. Le stockage de Gennevilliers, il y avait Flins, il y avait Léon, et un peu plus tard, il y a eu. Ah, pour l'implantation des usines. Il y avait un schéma Renault et la Seine. Ça a tenu. À propos de la Seine, justement, une question complémentaire de M. Hélary, toujours. J'ai entendu dire que des voitures étaient tombées dans la Seine en roulant sur la piste d'essai. Est-ce une légende? Moi, j'en sais rien. Je n'ai jamais vu ça. C'est qu'il y a eu des 4 chevaux qui sont tombés dans les caves d'ascenseur. Ah oui, ça oui. Ça oui. Parce qu'il fallait qu'elles aillent. Il y avait quand même un petit problème d'alcool à Billancourt. Non, oui, absolument. Léger. Donc,
Il y a eu plusieurs 4 chevaux qui sont partis dans le piège. Après, sans parler de véhicules entiers, il paraît qu'il y a des pièces de voitures qui tombaient accidentellement dans la Oui, Seine mais pour être récupérées. oui, ça se disait, oui. Après, on pourrait parler beaucoup de l'ambiance ou de la manière dont ça fonctionnait dans l'île, mais on n'aurait pas eu le temps de parler de tout ça. Mais c'est vraiment une usine particulière avec, pour rappeler qu'il y avait plein d'origines, plein d'ethnies, et il y avait ces petits mondes, hein, et ces petits mondes, ils étaient affectés, je veux dire, on essayait de regrouper les gens par ethnie, d'abord pour qu'ils se tapent pas dessus, qu'ils travaillent ensemble, et puis tout ça, ça faisait des communautés qui vivaient chacune avec leur mode de vie au sein de l'île. Mais, tu fais un parfait malheureusement, on n'a pas le temps de parler de tout ça. Tu fais un parfait teasing sur ce que nous préparons pour les Journées européennes du patrimoine qui auront lieu les 17 et 18 septembre prochains. Donc ça se passera géographiquement essentiellement sur Boulogne. On ne sait pas encore si ça sera du côté de la rue des Abondances, de la FRGR ou du bâtiment Pierre Dreyfus qu'on évoquait. Mais le thème sera la vie sur l'île Seguin et le trapèze à l'occasion du 30e anniversaire de la fermeture de l'usine. Mais on ne va pas parler de la même façon dont a parlé aujourd'hui Patrice de l'île Seguin, mais ça va être des passeurs de mémoire, des personnes qui ont vécu, qui ont travaillé sur l'île Seguin dans les années environ 70 et qui viendront témoigner. Vous êtes bien entendu tous cordialement invités. Il y aura des mini-conférences animées justement par ces passeurs de mémoire. Et on est en train de préparer une vingtaine aussi de kakémonos sur le sujet. Donc tout ça le 17 et 18 septembre à Boulogne. Je continue les questions rapidement parce que le temps nous est, oui, le temps court. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merci beaucoup. Autre question aujourd'hui. Des livres à nous conseiller sur l'épopée de Renault sur l'île Seguin. Est-ce qu'il y a des ouvrages qui il y a un incontournable, c'est celui qui a écrit Atri, qui doit être consultable à la bibliothèque ici, qui retrace l'ensemble de l'histoire de l'île Seguin depuis la nuit des temps, c'est-à-dire on a trouvé quelques éléments archéologiques qui disent qu'il y avait un petit village néolithique au bout de l'île, hein, et puis jusqu'à alors tout l'épisode de derrière que j'aurais pu vous raconter aussi sur les discussions entre les différentes communautés pour s'approprier l'île, la culture du saule, etc., etc. Mais tout ça, vous trouvez tout ça dans l'île Seguin. Ça s'appelle l'île Seguin et c'est. Sans te commander, tu peux les mettre devant la webcam pour montrer. C'est pas Atri, d'ailleurs, c'est Loubet. Ah, c'est Loubet. C'est Loubet. Ben voilà, si tu l'as dans la main, en le mettant devant toi, normalement, à distance, les personnes voilà, je sais pas. Par la caméra qui est là. Voilà. C'est ce livre-là. Et puis, il y a la vision syndicaliste avec Certano, qui a écrit un livre sur mai 68 à une seconde. Celui-là aussi est très intéressant. Il a été l'avant-dernier patron du site industriel de Lyon. Vacher, qui était patron du site industriel. Donc, mais tout ça, vous trouvez ça dans les bonnes librairies, c'est-à-dire ici. Et pour la modique somme de. Pas cher. De pas cher. Ah oui, ils sont pas chers. Il y a une personne qui pose la question sur le film le film publicitaire pour tourner par Louis Renault est-il visualisable? Je suppose qu'on parle du film. On a passé en intro. Celui qui. Alors, il y a. Non. Je pense on parle de. Oui, le film. Je crois qu'il est. On peut le trouver sur Internet, sur YouTube. Si vous tapez. Automobile de France. Les automobiles de France, Louis Renault ou Renault Automobile de France, si vous tapez ça, oui, celui-là, il est visualisable sur YouTube. Ouais, il est intéressant hein, parce qu'on voit la manière dont fonctionne l'île à cette époque-là. Voilà, côté Internet, c'est terminé pour l'instant, mais avec beaucoup de remerciements des personnes qui se sont connectées via Teams. La question sur la dépollution est reposée, mais je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. Je n'en sais pas plus aujourd'hui, mais je sais qu'il y a eu un gros boulot de fait. Alors, qu'est-ce qu'il en reste? On ne sait rien. Je ne suis pas en plus spécialiste du sujet. Pour l'avoir vécu sur un autre bâtiment qui s'appelait le Square Com,
quand il a été revendu, c'est pareil pour tout. Bah, t'es obligé de le pour le faire. revendre, T'es obligé de le faire. Hein. Ben, ça peut durer des années, mais on est obligé de dépolluer pour pouvoir. Donc là, quand les terrains ont été vendus, forcément le sol a été. Beaucoup d'amiante sur une toit, partout. Non, mais ça, tu es obligé d'en tenir compte à la démolition. Hein. Il y a beaucoup de produits aussi qui se sont infiltrés dans les puis, sols, oui. l'usinage, toutes ces choses-là qui, elles, ont pénétré profondément les sols. Quand j'étais au bâtiment des 12 à Billancourt, on avait chargé une benne de ferraille au premier étage, et c'était un ancien bâtiment de décolletage, et quand on est revenu du week-end, elle s'était enfoncée de 30 cm dans le sol, parce que c'était tout imbibé d'huile. C'est sûr que c'était particulier. Mais 30 années de décolletage dans ce bâtiment-là, ça laisse des traces. Hein. En petite anecdote pour conclure aussi, parce qu'on parle de l'île Seguin ou aussi de l'ensemble du trapèze, beaucoup de gens qui aujourd'hui achètent des appartements dans l'ex-site du trapèze, et c'est les grands immeubles qui sont construits là, sur tout Boulogne, posent la question, ça on le sait par la mairie de Boulogne et par le pavillon des projets qui est au pied du pont qui amène à la scène musicale, aiment savoir ce qu'il y avait précédemment de Renault là où ils ont acheté un appartement, si c'était une fonderie, si c'était un atelier d'usine d'emboutissage, si c'était quoi que ce soit. Donc il y a vraiment sur l'île Seguin, Boulogne-Billancourt et Renault. Alors je parlais d'histoire de France, mais encore plus ancré sur les communes de Boulogne et de Billancourt. Il y a un marché à prendre en vendant le petit guide de l'ancien Billancourt alors. Oui, certainement. Bien, et bien écoutez, un grand merci à toutes et à tous. Tu ne passeras plus quand même. Avant de vous laisser partir, à savoir qu'adhérer à Renault Histoire, comme je vous l'ai dit, donc on est une association de bénévoles. Nos seuls budgets de fonctionnement sont les adhésions. Et juste très rapidement, une adhésion simple à Renault Histoire, c'est 40 €. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la défiscalisation, ça vous revient en fait quand vous le mettez dans votre déclaration d'impôt, au même titre qu'un don que vous faites à une association caritative, ça vous coûte en fait que 16 €. Donc profitez du QR code. On a des leaflets ici, on a des revues aussi à vous procurer. Et puis réfléchissez à adhérer à notre belle association. C'est comme ça qu'on peut se permettre de la faire vivre et de faire des conférences comme celle d'aujourd'hui. Donc un grand merci à vous et bon après-midi. Merci.